Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission en direct chaque soir à partir de 19h30. C'est un débat et ce soir on parle de la Syrie et on va parler en particulier d'Alep qui est écrasé sous les bombes russes, syriennes, on y reviendra. Situation humanitaire désastreuse, des bombes qui tentent d'écraser définitivement la rébellion, des populations évidemment prises en otage par cette guerre froide qui ne dit pas son nom entre les Russes et les Américains. On va essayer de décrypter ce qui se passe évidemment à Alep et puis on parlera évidemment du bras de fer diplomatique. Pas seulement entre les États-Unis et la Russie, mais entre la France et la Russie, puisque Vladimir Poutine avait décidé de décaler sa visite qui était prévue depuis un an, la visite prévue le 19 octobre. Il ne viendra donc pas. Et puis ce soir, François Hollande lui propose de revenir pour négocier. On va bien sûr en parler en réaction à la tentative à l'ONU, menée par le ministre des Affaires étrangères, de tenter d'arrêter les bombardements au-dessus d'Alep. Veto de la Russie et les bombardements ce soir se poursuivent. Comment en sommes-nous arrivés là? On se posera la question avec nos invités, parce que c'est vrai que la paix était proche, un cessez-le-feu qui tenait, et puis un convoi humanitaire qui était attaqué à Alep, et puis la base militaire d'Erzérot qui a été attaquée par les Américains, qui a tué des soldats syriens. Et ça a provoqué l'embrasement. On y revient évidemment. Puis on parlera ce soir aussi, et ça c'est important, d'une attaque potentielle de Mossoul, qui est la capitale de l'État islamique. Et Barack Obama l'avait annoncé. Et les choses semblent se préparer, qui aurait évidemment des conséquences importantes. On en parle avec vous. Il y a beaucoup de réactions ce soir sur les sites lcp.fr et le JDD, notre partenaire. N'hésitez pas à tweeter ou à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. Elisabeth Guigou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Commission des Affaires étrangères, vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez posé une question aujourd'hui lors des questions au gouvernement et vous sortez il y a quelques minutes à peine d'une audition avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui était une audition à huis clos. Merci d'être avec nous. Axel Poniatowski, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains du Val d'Oise, ancien président de la Commission des Affaires étrangères. Vous étiez vous aussi à cette audition à huis clos du ministre de la Défense. Vous soutenez Alain Juppé. Alors je le dis pas uniquement parce que c'est la bataille des primaires, mais parce que Alain Juppé a pris aussi des positions diplomatiques sur ce sujet. On en parlera avec vous. En tout cas, Alain Juppé, lui, souhaite bien que les Russes, qu'on continue à maintenir ce dialogue avec les Russes. Avec nous, Régis Sommier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de Paris Match et vous étiez à Alep, il y a quelques jours encore, dans cette ville, bombardée et sous les bombes. On verra dans quelques instants des photos que vous nous avez ramenées de cette ville qui est effectivement en grande partie en ruine. Je présente ces deux livres, Daesh, l'histoire, édition de La Martinière. Ce livre-là, on l'avait déjà présenté. Et puis Les Mercenaires du Calife, celui-ci, je ne l'avais pas présenté puisqu'il sort le 28 octobre prochain, édition de La Martinière. Et là, c'est le portrait, entre guillemets, le parcours de tous ceux qui ont frappé le 13 novembre. Et vous les décrivez, vous les racontez. Jusqu'à Nice. Jusqu'à Nice. Et même tous les attentats qui ont eu. Avec des jeunes un peu paumés, certains rentraient de Syrie. On en parlera peut-être avec vous dans quelques instants. Et puis vous nous raconterez ce que vous avez vécu sur place à Alep. Avec moi sur ce plateau, Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. On décryptera évidemment ce qui se passe en ce moment, évidemment, entre la France et la Russie, mais aussi avec les États-Unis. D'abord, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, regardez ce sujet de Brice Lambert. Retour sur cette descente en enfer de la ville d'Alep, malgré, je le disais, l'initiative française ce week-end à l'ONU, repoussée par un veto russe. Regardez. C'était la résolution de la dernière chance. Ce week-end, la France demandait au Conseil de sécurité de mettre fin au bombardement à Alep. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'abord le sort d'Alep et de sa population. Mais c'est plus encore l'espoir de mettre enfin un terme à un conflit dont nous payons tous les conséquences catastrophiques. Mais la Russie a opposé son veto, laissant la voie libre au bombardement intensif du dernier grand bastion rebelle de Syrie. Pourtant, il y a à peine un mois, la paix semblait encore possible. Le 10 septembre, Américains et Russes arrachent un accord de cessez-le-feu. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie annoncent un plan qui, nous l'espérons, réduira la violence, soulagera la douleur des Syriens, relancera le processus de paix et de transition politique en Syrie. Il n'aura fallu que quelques jours pour que tout bascule. Le 19 septembre, la coalition menée par les États-Unis bombarde l'armée syrienne, tuant plusieurs dizaines de soldats. Un accident selon Washington, une rupture de la trêve pour Damas et Moscou. 2 jours plus tard, un convoi humanitaire des Nations Unies est bombardé. Hier soir, le siège du Croissant Rouge syrien a été ciblé par l'aviation russe et syrienne. Les bombes ont provoqué l'incendie de camions remplis d'aide humanitaire qui se dirigeaient vers la province d'Alep. Et tout a brûlé.
L'événement marque la fin définitive du cessez-le-feu. L'armée syrienne, appuyée par la Russie, lance une grande offensive pour reprendre Alep. Les bombes pleuvent et font des dizaines de morts chaque jour. À l'ONU, l'envoyé spécial pour la Syrie tente une nouvelle fois d'alerter le monde. Dans 2 mois et demi maximum, si les bombardements continuent à ce rythme, la partie est d'Alep risque d'être totalement détruite. Nous parlons de la vieille ville en particulier. Des milliers de civils syriens vont être tués, pas des terroristes, mais bien des civils. Aujourd'hui, la diplomatie est toujours dans l'impasse. Les civils d'Alep meurent sous les bombes, otages d'un conflit qui les dépasse. Voilà, on va entendre évidemment les représentants de l'Assemblée nationale, mais d'abord un mot, Régis Sommier, puisque vous étiez dans cette ville, côté ouest, donc aux côtés des forces syriennes. Qu'est-ce que vous avez vécu sur place? Racontez-nous. Les bombes pleuvent telles qu'on le décrit dans ce reportage? Disons qu'Alep, c'est une... D'abord, il faut situer ce que c'est qu'Alep. Les gens s'imaginent que c'est la énième ville comme Fallujah, etc. C'est une ville immense. C'est 2 fois la taille de Paris en superficie, avec effectivement une partie ouest et une partie est qui sont à peu près égales. C'est-à-dire la partie rebelle et la partie gouvernementale, en termes de taille, sont à peu près égales. Vous avez 1 million d'habitants, à peu près, un peu plus côté gouvernemental, et 300 000 environ côté rebelle. Donc la réalité d'Alep, c'est que d'abord, c'est une route très compliquée pour y aller. C'est une route qui est tenue par l'armée syrienne, en gros, qui tient un corridor entre 2 zones. L'une est tenue par le front Al-Nusra, donc Al-Qaïda, et de l'autre côté, vous avez l'État islamique. Et vous mettez 9 heures depuis Damas pour aller là-bas. Quand vous arrivez à Alep, nous on est arrivé le lendemain pratiquement de la rupture de la trêve, outre les conditions dans la ville, c'est-à-dire qu'aucun quartier n'a été vraiment épargné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des quartiers anciens, si vous voulez, les frappes se sont intensifiées, mais cette guerre et cette rupture entre les deux, cet affrontement entre 2 parties, elle existe depuis très longtemps. Donc chacun en voit... elle explose. Oui. L'explosion de la violence. Alors non, je vous situe, c'est-à-dire que nous on est arrivé à notre hôtel le premier soir et immédiatement les avions à la faveur de la nuit sont intervenus, donc à peu près à 1 kilomètre de notre position. Je veux dire, c'était impossible de dormir, quoi. C'était des vrais bombardements. Le lendemain, on est allé par exemple dans un des quartiers kurdes, il y a une enclave kurde qui est du côté du régime, qui s'appelle Cherk Maksoud, et qui est un quartier qui a été extrêmement disputé. Vous êtes dans une ambiance mais complètement Stalingrad. La pluie a commencé à tomber et on entendait les Soukhoï au-dessus de nos têtes qui allaient bombarder la partie est. Et mon photographe Noël Kidu, qui est un vétéran de la guerre de Tchétchénie, m'a dit, s'est arrêté un moment, il m'a dit c'est Grozny. Il m'a dit c'est Grozny. C'est-à-dire que l'intensité et l'allure spectrale de ces collines du nord d'Alep, on était sur la fameuse route du Castellio, avec ce quartier kurde, voilà. On va voir des photos que vous avez envoyées, voilà. D'ailleurs. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand les Russes se déchaînent ou l'aviation syrienne se déchaîne, les rebelles ripostent. Notre hôtel, par exemple, a été touché 2 fois par des obus la première nuit. On a été refrappé le 3e jour juste à côté. C'est-à-dire, c'est pas nous, c'est au hasard en fait. Et les rebelles ont des techniques, c'est-à-dire qu'ils envoient d'abord, mais les autres font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils envoient d'abord un obus, tout le monde à regarder, et il y a un deuxième qui vient blesser. Donc ça c'est la technique habituelle. Et il y a aussi une chose particulièrement atroce qui s'appelle les canons de l'enfer, c'est-à-dire c'est des missiles avec une bonbonne de gaz. Et la bonbonne de gaz percute un immeuble, évidemment ça éventre l'immeuble et ça crée à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle les barils de poudre qui sont balancés en hélicoptère par l'armée. Voilà, qui aurait d'ailleurs été balancé sur le convoi humanitaire qui était devant Alep, dit-on. Oui, alors je sais pas si c'est ça exactement ou si c'est des missiles. Depuis les MiG ou les Sukhoi. Mais globalement, si vous voulez, vous avez ces projections permanentes des 2 côtés. Les tirs de sniper aussi sont extrêmement dangereux, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des gens. La vie quotidienne des gens, et c'est des bâches de plastique qui sont en travers des rues, parce que vous avez des quartiers qui sont divisés en 2. Le quartier de Salahuddin, par exemple, moitié gouvernemental, moitié rebelle. Donc on risque à chaque fois sa vie. À chaque fois, quand on va faire ses courses, on peut se faire tirer par un sniper. Alors, je me souviens d'avoir, ironiquement, de voir ces bâches
images de l'UNHCR qui servaient à packager des vivres qui ont été étalés au milieu des rues avec des carcasses d'autobus pour faire des barricades, pour montrer la ligne de délimitation. On reviendra sur votre article que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, où vous expliquez qu'il y aurait, en tout cas c'est un général qui vous dit, des Français, et on y reviendra parce qu'il y aurait des Français avec Al-Nosra, on va en parler, mais les hommes politiques, Elisabeth Guigou, Axel Poniatowski, quand vous entendez le témoignage d'un reporter qui était sur place, vous dites comment on fait là? Quelle est la solution pour arrêter cette guerre terrible qui tue évidemment des soldats, mais qui tue surtout des civils? D'abord, moi je voudrais vraiment remercier les journalistes et photographes qui vont là-bas, franchement. D'abord parce que c'est une information précieuse, c'est dangereux évidemment. Et je pense vraiment que c'est formidable d'avoir des gens qui prennent des risques de cette sorte. Alors après, que faire? On voit très très bien que c'est plus cette guerre dure, plus la population civile est prise en otage, et sous un déluge de bombardements, non seulement des barils d'explosifs par le régime, mais aussi des bombardements chimiques, mais aussi les bombes bunkers là, qui vont crever dans les sous-sols, aller chercher les gens qui sont réfugiés dans les caves. Donc c'est une horreur absolue. Et l'urgence, c'est évidemment d'arrêter ça. Donc c'est le sens de la résolution qu'a défendue Jean-Marc Ayrault personnellement devant au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui d'ailleurs, à part la Russie et le Venezuela, a été approuvé, et qui demandait l'arrêt immédiat, ça fait plusieurs jours, l'arrêt immédiat des bombardements, pour que le dialogue puisse reprendre. C'est l'impasse ce soir, Elisabeth Guigou, puisque le veto russe bloque cette initiative française. Alors, le veto russe a bloqué, malgré les efforts faits par Jean-Marc Ayrault, d'aller à Washington et à Moscou pour essayer compte tenu du fait que les discussions depuis Deir les discussions entre les Russes et les Américains étaient complètement arrêtées, étaient dans une impasse, d'essayer de faire reprendre ce dialogue, parce que évidemment qu'il peut pas y avoir de paix en Syrie, et nous le souhaitons tous, je pense autour de cette table en tout cas, il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas une discussion entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les Russes, les Américains, les États de la région, pour garantir un cessez-le-feu et garantir une solution politique, parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Vous excluez Bachar el-Assad, vous parlez des Russes américains, Bachar el-Assad n'est pas dans le... Non, mais c'est pas... On sait très bien que si on veut avoir la paix en Syrie, il faudra bien que toutes les composantes de la société syrienne, ou des représentants de toutes ces composantes, puissent se retrouver autour d'une table. Alors, voilà, c'est de ça dont on discute depuis maintenant des années, en réalité. Oui. Et c'est ça qui est gravement, à Alep en tout cas, de toute façon, c'est une horreur absolue. Vous avez parlé de Grozny. Oui. Pour évoquer Srebrenica ou Sarajevo, c'est de cet ordre-là quand même, parce qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis. Des crimes de guerre. Axel Poniatowski, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Parce que c'est vrai qu'il y a une initiative française. On va revenir sur la réaction de Vladimir Poutine, mais on est dans l'impasse ce soir. On est complètement dans l'impasse. Et ce qui est terrible, c'est que c'est la population civile qui est complètement prise en otage. Tout au moins la population civile qui ne se bat pas et qui est complètement prise en otage. Et c'est dans la guerre actuellement en Syrie et même en Irak, et j'espère que ce ne sera pas pareil demain à Mossoul, mais je veux dire, c'est une situation qui est unique. Et c'est incroyable de voir à quelle vitesse les choses changent et évoluent. Quand on pense que l'accord de Vienne, ça date, c'est le 10 septembre, vous disiez tout net, c'est-à-dire c'est exactement un mois. On pensait que les Russes et les Américains étaient parvenus à un accord. Et puis, les choses sont tellement tendues qu'il a fallu qu'il y ait un bombardement par-ci ou par-là. Et puis tout est absolument reparti. Et par conséquent, il n'y a aucune confiance. Il n'y a aucune confiance entre les différentes parties qui se parlent. Je pense qu'on est dans une situation qui est complètement bloquée et que la guerre d'Alep est plus vive que jamais. Ce que j'espère, c'est qu'on arrivera dans cette situation-là à faire évacuer le maximum de population possible. C'est une ville assiégée, enfin, si je dis bien les articles. Je pense qu'il doit y avoir des moyens pour essayer de le faire, parce que selon le problème immédiat,
avant même des problèmes politiques et de la paix. C'est la population. C'est la population. C'est la population qui est en train d'être massacrée. Et ça, c'est bien évidemment, il faut essayer de trouver des solutions pour essayer d'évacuer les populations. Et vous revenez d'Alep, et les informations que vous donnez sont extrêmement intéressantes parce que on voit à l'aune de ces informations qu'il y a des possibilités et un peu d'entrée et de sortie si au moins les populations le veulent. Pierre Laurin, juste, je donne la parole à Pierre Laurin et je vous donne la parole ensuite pour savoir qui se bat réellement dans cette ville, parce que c'est intéressant, les Français qui nous regardent se disent mais quelles sont les forces en présence. Pierre Laurin, sur la position de Vladimir Poutine, je vous propose d'écouter ce que dit François Hollande, c'était ce soir à Strasbourg au Conseil européen de sécurité, qui explique qu'il retend la main une nouvelle fois à Vladimir Poutine, qui lui gentiment a claqué la porte en expliquant qu'il ne viendrait pas le 19 et qui a tendu les relations. Écoutez le président de la République. Je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc. Sinon, il n'a pas sa place. Sinon, c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements, et de proclamer la trêve. Voilà, une main tendue du président de la République française, mais Vladimir Poutine ne reviendra pas. Comment vous regardez cette situation et la posture ce soir de François Hollande ? Je crois que là, il y a un problème diplomatique majeur parce que il me semble que, en l'occurrence, la diplomatie française a été relativement légère. Bon, il y a eu effectivement un veto russe d'une résolution française au Conseil de sécurité. Il y a eu un veto français et américain et britannique d'une résolution russe au Conseil de sécurité le même jour, et la résolution russe reprenait le plan de l'envoyé spécial des Nations Unies sur place, Stéphane de Mistura, pour ouvrir des couloirs et permettre l'évacuation des, appelons-les les rebelles, mais en fait ce sont des djihadistes d'El-Nosra. Et on va essayer de les définir précisément. Donc c'est un partout finalement. Un partout, mais il se trouve que précédemment il y a eu beaucoup de veto de la part des Occidentaux, de résolutions russes sur ce sujet-là, mais sur d'autres au cours des années. Et ça n'a jamais créé réellement d'incident diplomatique, sauf une fois, et encore, c'était un veto français contre une résolution américaine en 2003 à propos de l'Irak. Et là, ça avait coincé. En dehors de cela, ça ne coince jamais. C'est très curieux que là, soudain, on commence en France à dire « Ah, mais c'est pas possible, on reçoit Poutine à condition de ne parler que de Syrie. » Mais la rencontre était prévue depuis un an. L'ordre du jour est établi. C'est-à-dire que les Russes visite privée, visite officielle. Et visite officielle. Et les Russes ont établi leur programme en conséquence. Et soudain, on dit non, on change. Eh bien, n'importe quel chef d'État dans ces conditions-là aurait claqué la porte. N'importe lequel. Votre réaction ? Et à commencer par François Hollande, si on lui avait fait cela. Vous en pensez quoi de ce qui s'installe comme un... C'est un bon résumé des argumentaires russes, c'est vrai, que vous venez de nous donner. Je précise que la contre-résolution russe le même jour. Qui vient d'être évoquée n'évoquait à aucun moment l'arrêt des bombardements. Alors voilà. Alors après, je veux bien qu'on évacue sous les bombes les gens, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué. Deuxièmement, il y avait un plan pour que l'évacuation puisse se faire. Deuxièmement, là, vous ne pouvez pas, parce que ça, c'est ce que disent les Russes en permanence, ils mettent évidemment tout le monde dans le même sac. Hein. Et la grande propagande, c'est on est, nous, complètement assujettis aux Américains. C'est pas vrai, on s'est démarqué des Américains souvent. La deuxième remarque. Et notamment en 2003. Mais bien sûr. En particulier. Mais bien sûr. Et ce que le président Hollande, d'après ce que je peux comprendre, ce que le président Hollande a proposé, c'est en effet de recevoir à l'Élysée M. Poutine
pour parler de la Syrie et uniquement de la Syrie, et personne n'aurait compris que M. Hollande aille aux côtés de M. Poutine avec ce qui se passe, ce qui se passe parce qu'il y a urgence. Mais bien sûr, non, parce qu'il y a urgence, et puis parce qu'il y a des bombardements russes sur cette population civile qui subit un martyre. Personne n'aurait compris ça. Donc, il n'était pas question d'honorer, en effet, par la présence du président de la République aux côtés de M. Poutine dans ces circonstances, mais il n'a jamais été question de rompre le dialogue. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République le dialogue ne sera pas rompu, puisque le président Hollande et le président Poutine se rencontreront le même jour en Allemagne avec Angela Merkel. Oui, ils vont se voir. Sur un autre sujet, certainement. En tout cas, à Paris, et la diplomatie sonore de tenir compte des circonstances, pas parce que la rencontre était prévue depuis un an. M. Poutine aurait très bien pu venir, aller visiter l'exposition Vuitton, qui est en effet certainement remarquable, aller inaugurer le centre culturel et spirituel, qui est de toute beauté d'ailleurs, et venir ensuite à l'Élysée rencontrer le président Hollande, mais pour parler de la Syrie. Vous allez répondre, Pierre-Laurent. Vous en pensez quoi de cette situation ? Guigou se fait la meilleure avocate qu'elle peut de François Hollande. Mais il faut bien avouer, écoutez, je ne veux pas polémiquer, mais depuis 48 heures, la position de François Hollande... C'est compliqué. Enfin, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle est incompréhensible. On n'a juste rien compris de ce qu'il voulait ou de ce qu'il voulait. Vous êtes bien la seule. Parce que d'abord, il voulait le recevoir, et puis après, il s'est posé la question de savoir s'il allait le recevoir, puis après, il ne voulait plus le recevoir, et maintenant, il nous dit... ce soir, il lui retend la main. Ce soir, il lui tend la main. Donc, je veux dire, il savait plus très bien où il était. Je trouve que... C'est ça, les subtilités de la diplomatie. On parle, mais avec fermeté. La condamnation des bombardements russes, je dirais, n'est même pas une question. Évidemment, c'est urgent et prioritaire. Et c'est condamnable. Je veux dire, c'est ce bombardement sur les populations civiles. Enfin, maintenant, d'un autre côté, il y a des rebelles qui font autre chose. Mais autant en même temps, il est nécessaire de continuer à discuter avec les Russes. C'est pas une bonne solution. La politique de la chaise vide n'est pas une bonne solution. Et pour parler en particulier actuellement, bien sûr, de la Syrie, parce que c'est le sujet. Et je ne pense pas qu'il faille mettre les Russes dans un corner, comme ils ont plus l'impression d'avoir été mis, mais qu'au contraire, il faut. Et je pense que la France, je veux dire, sortir. Il y a la crise ukrainienne aussi. On France, justement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile cette discussion entre les Américains et les Russes est très compliqué. Je pense que la France s'honorerait justement d'être à l'initiative. Régis Le Sommier, un mot, parce que à la fois diplomatique, politique, si vous le souhaitez, mais un mot aussi très concret. Ceux qui nous regardent ce soir se disent des civils meurent sous les bombes des avions russes, des attaques syriennes, mais qui se bat chez les rebelles? Qui sont-ils? Moi, je voudrais justement apporter un petit correctif de ce que j'ai pu voir. C'est de l'expérience de terrain, parce que j'ai entendu les propos du président et puis ceux aussi du ministre des Affaires étrangères à propos de la situation. Je trouve que on a 5 ans de guerre là. Quand vous êtes à 5 ans de guerre, c'est plus long que la Première Guerre mondiale et plus long que la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile syrienne. C'est une guerre, je mettrais Daesh à côté, parce que Daesh, c'est un autre problème, qui a profité de cette guerre justement pour s'implanter en Syrie et ensuite en Irak. Mais ce qui se passe à Alep, c'est un problème syrien. Et ce problème syrien fait que quand vous avez 5 ans de guerre, vous êtes plus neutre. Vous êtes dans un camp, vous êtes dans l'autre. Effectivement, tous ces gens-là sont des Syriens pour la plupart, mais quand on entend ces discours qui me font penser avec les très très méchants d'un côté et les très gentils de manichéisme tranché, qui n'ont visiblement que des enfants qui se font bombarder sous les bombardements. Je citerai justement simplement un chiffre qui vient de l'opposition syrienne, qui vient de l'Observatoire des droits de l'homme basé en Angleterre, et qui a donné un chiffre pour la partie gouvernementale d'Alep. 59 enfants ont été tués en juillet. C'est un chiffre, c'est pas un chiffre gouvernemental, c'est un chiffre de l'opposition. Donc ce que je veux pas essayer de rétablir d'équilibre, parce qu'effectivement il y a une disproportion et que les frappes russes sont terribles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des armées. Quand on parle des rebelles, on a l'impression que c'est des types avec des kalachnikovs comme ça qui se baladent. Structurés militairement. C'est militairement, si vous voulez. Ils ont des moyens d'artillerie, ils ont des moyens d'anti-chars, ils ont des mortiers, ils ont, moi j'ai pu le voir, du 200 mm. C'est pas rien d'envoyer du 200 mm. Donc, avec mes connaissances militaires, je me dis, c'est pas
une rébellion, ce sont des armées contre des armées qui sont enterrées les unes face aux autres. Je vous arrête. Est-ce que ce sont des idéologies? Est-ce qu'il y a des idéologies qui s'affrontent? On va parler des idéologies. C'est intéressant de comprendre. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas d'aviation. Voilà. C'est la seule différence. Et qui ne peuvent pas bombarder. La disproportion. Et maintenant, en face, bon, ça c'est le Staffan de Mistura qui citait à peu près 8000 rebelles, dont 900 feraient partie d'Al-Nusra, ex-Al-Qaïda, aujourd'hui Jabhat Fatah al-Sham. Donc autour de ça, vous avez des grosses factions. Il y en avait une qui s'appelle Nour al-Din al-Zinki, qui est des vieux combattants qui combattent depuis très longtemps à Alep. Vous avez les Faucons du Cham, Soukour al-Cham également, qui sont... et vous avez Jaish al-Islam. Jaish al-Islam sera et Harar al-Sham. Donc vous avez, si vous voulez, à peu près une trentaine de groupes, en gros, qui sont dans Alep-Est. Jaish al-Islam serait peut-être la plus modérée, entre guillemets. Elle a une présence très forte dans la Ghouta, à l'est de Damas. Ce sont des combattants aguerris. Tous ces gens-là ont leur propre organe de communication. Mais ils portent quelle idéologie, pour ceux qui nous regardent? Ce sont des termes un peu barbares, parce que les Français se disent, mais tous ces... Quelle idéologie portent-ils? La base, c'est la charia. Il faut voir ce qu'ils ont fait dans la province d'Iblid. Je précise, la province d'Iblid, c'est la province qui est de l'autre côté, parce que la partie gouvernementale, on l'imagine unie, mais elle a les rebelles d'un côté et les rebelles à l'est de l'autre. Dans la partie est, donc la partie d'Idlib, le gouvernorat d'Idlib, qui est la province qui est contrôlée par les rebelles, ça fait 3 ans qu'ils contrôlent cette province. Ils auraient pu en faire une vitrine de l'avenir de la Syrie. Bon, en gros, si vous voulez, il y a des posters de Ben Laden et c'est la charia qui est appliquée. Les écoles sont plus mixtes. Je voudrais vous entendre parce que voilà la vitrine de la Syrie de l'avenir. On n'est pas dans ces groupes-là prennent le pouvoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est aussi ce que j'ai du mal à comprendre avec le gouvernement français, c'est qu'est-ce qu'on va chercher comme rebelles. La plupart des rebelles modérés sont partis avec les Turcs. Ils sont partis aider les Turcs dans leur offensive contre les Kurdes. Donc qu'est-ce qui est resté à Alep? Essentiellement des islamistes. Elisabeth Guigou, votre réaction, on entendra Christian Jacob qui s'est exprimé sur la diplomatie, mais cette réaction, parce que là, les choses deviennent concrètes. C'est pas les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les gentils, les méchants. Face à l'armée de Bachar el-Assad, il y a aussi des islamistes radicaux. Non, mais naturellement. Et d'ailleurs, plus la guerre dure, et plus, évidemment, l'opposition et les rebelles se radicalisent. Ça, c'est clair. Et donc, nous le disons depuis le début. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu une opposition qui était, en effet... certainement encore faible, mais modérée au départ. Au début, en tout cas. Mais bien sûr, plus cette guerre dure, et d'ailleurs, ça sera pire encore dans quelques mois si ça continue. On radicalise les positions. Mais naturellement. Et donc, c'est la raison... Ils n'iront pas du côté de l'État islamique, contrairement à ce qui a été raconté à l'époque, parce que l'État islamique est un autre problème. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que la rébellion en Syrie et la rébellion dans la région, dans la zone de zone étanche, c'est complètement différent du kyste État islamique qui est venu s'incruster sur cette guerre civile syrienne, mais là, en fait, je vous ai pas et qui vient d'Irak. Non, mais je parce que pour nos auditeurs, c'est quand même important. Je vous ai pas parlé de Daesh, là. Oui, on parle des rebelles. J'ai parlé de la radicalisation des rebelles sous le feu. Bon, alors deuxièmement, l'Arabie Saoudite et aussi aidé par les Français quelque part. Voilà, cette radicalisation en leur donnant des armes en plus, en leur permettant de mener une lutte jusqu'au bout. On a quand même largement favorisé cette guerre civile syrienne dont on est responsable et dont on paye les conséquences avec le flot de réfugiés. Laissez répondre Elisabeth Guigou parce que là, allez-y. Alors là, maintenant, on saute au Yémen. On ne parle pas du Yémen, on parle de la Syrie, là. Je n'ai pas parlé de Yémen, je n'ai pas prononcé le mot Yémen. Non, pas Yémen, non, c'était l'Arabie Saoudite, financée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a largement mis ses mains dans la guerre civile syrienne en armant les rebelles, c'est une réalité. Oui, non, mais ça, personne ne nie ça. Ce sont nos alliés. Mais personne ne nie ça. Mais on ne va pas chercher des alliés. On est là pour promouvoir la paix. Non, mais, oui. Attendez, c'est terminé, je sais, mais on ne va pas y arriver. Quand même. Allez-y, chacun puisse débattre dans son temps de parole. Non, mais attendez, mais sinon je m'en vais. Non, pas du tout. Je peux terminer mes phrases. Allez-y, terminez votre phrase. Bon, pour répondre à ce monsieur. Justement, c'est terminé, ça va être dit. Enfin, c'est quand même incroyable. On est dans un débat en principe équilibré. Terminé, vous n'arrêtez pas de parler dans tous les cas. Non, mais franchement. Allez-y. Et Axel Poniatowski. Alors, on n'est pas là à chercher des gens, à soutenir un camp contre l'autre. On est là à chercher la paix. Et chercher la paix, on ne demande qu'une chose, c'est qu'il puisse y avoir à la fois un dialogue, mais un dialogue responsable, et qu'on arrête les bombardements, et qu'on ait un cessez-le-feu, et qu'on aille sortir ces malheureux, et qu'on organise des couloirs humanitaires. Et évidemment que les discussions, elles doivent aussi avoir lieu avec M. Poutine. Encore faut-il
qu'il se prête à la discussion et que voilà. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça. Un mot chacun et Christian Jacob. Mais sur cette question des rebelles, parce que les rebelles c'est un mot très vague et là les choses deviennent un peu plus précises. Surtout, il n'y a pas de vérité dans cette histoire, dans cette affaire. Je veux dire, elle est devenue tellement compliquée aujourd'hui parce que quand on dit que ça n'est pas l'État islamique, c'est pas l'État islamique, mais c'est Al-Qaïda. Ou en réalité, ce sont des groupuscules qui sont affiliés à Al-Qaïda. Et très franchement, quelle est la différence ? Je veux dire, on ne veut sûrement pas que ce soit l'État islamique, soit les groupes affiliés à Al-Qaïda qui prennent non plus le pouvoir en Syrie et s'installent à Damas. Il y a une différence, ils sont en guerre. Ce qui veut dire que, comme vous le disiez, je crois très justement tout à l'heure, je veux dire, il y a eu 5 ans de guerre. Et la situation au bout de 5 ans n'est sûrement pas la même du tout que celle au bout d'un an, dans la mesure où les rebelles modérés n'existent plus. Maintenant, vous n'avez n'existe plus. Il n'y a plus que des mouvements qui sont totalement radicalisés. Et on voit bien qu'il y a des situations. Est-ce y a-t-il véritablement aujourd'hui une alternative dès l'instant où on essaye de mettre les populations civiles dans des camps de réfugiés? Alternative politique, vous voulez dire une possibilité de trouver un espace politique finalement à ce que, je veux dire, d'aller jusqu'au bout de cette guerre. C'est terrible à dire, mais je veux dire, les positions sont tellement irréconciliables. Comment voulez-vous réconcilier de telles positions ? Pierre Laurent, écoutez, Christian Jacob, je vous fais réagir juste après, parce que cette question des rebelles et de ces camps qui s'affrontent à la vie et à la mort, écoutez ce que dit Christian Jacob, c'était à l'issue des questions au gouvernement sur la diplomatie française, et qui est évidemment intimement liée au sujet de ce soir. C'est invraisemblable d'avoir un président de la République qui soit, encore une fois, qui est versé dans cette diplomatie d'opérette. Il n'y a pas d'autre mot. Il fallait faire part des positions de la France. Depuis le début, sur ce sujet, nous disons qu'il faut que tout le monde soit autour de la table, à commencer par les Russes, et c'est avec eux. On ne peut pas discuter sur ces sujets sans la Russie, sans l'Iran, sans la Turquie. Et là, où est la voix de la France? La voix de la France, on ne l'entend pas. On a, je vous dis, un président de la République comme un adolescent qui vous explique ses états d'âme sur son compte Facebook, mais c'est quoi? Vous pensez quoi, Pierre Laurent? Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on parle de Bachar el-Assad. Vladimir Poutine soutient Bachar el-Assad, a remis au centre de l'actualité et du débat Bachar el-Assad, et la diplomatie, d'après l'opposition, est flottante. Je crois qu'il y a 2 points. Le premier, c'est que effectivement, lorsqu'il y a des changements dans une visite, pour revenir à la visite, ça se négocie entre diplomates et non pas à travers des déclarations publiques. Ça, c'est un point. Parce que si vous faites des déclarations publiques et que l'autre partie ne peut pas ou ne veut pas répondre publiquement, eh bien, le dialogue, forcément, se rompt. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas... La diplomatie, c'est entre diplomates. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point. Lorsque le président Hollande et le président Poutine se sont rencontrés pour la première fois, c'était en juin 2012, le président Poutine a dit une chose, parce que le président Hollande voulait lui demander de lâcher Bachar el-Assad. Il a dit « Je suis d'accord pour lâcher Bachar el-Assad. Pas de problème. Les dictateurs, on peut les renverser. Pas de problème. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on met à la place ?» L'alternative évoquée tout à l'heure, politique. À partir du moment où on n'a rien pu proposer à part, et on le voit très clairement, à part des djihadistes, comment peut-on trouver une solution? Il y avait une solution. On passe de la guerre à la politique, là. Il y a eu une solution qui a été trouvée les 9 et 10 septembre dernier par John Kerry et Sergei Lavrov. C'était les Russes et les Américains se mettent d'accord pour déterminer quels sont les groupes modérés sur lesquels on s'appuierait, que nous soutenons, nous autres occidentaux, pris dans un bloc, et quels sont les djihadistes. On attend toujours la définition des Américains de leurs groupes, les groupes qu'ils défendent, on ne sait toujours pas lesquels. Et comme on vient de le dire, on se retrouve, il n'existe plus. Donc, des relations avec ces groupes-là, il y a quand même des dialogues qui existent. C'est-à-dire que ce qui a permis de débloquer Genève, le dernier accord auquel vous faites référence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement... C'est
un progrès, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a plus des intermédiaires qui ne sont pas représentatifs de ces forces sur le terrain. On a longtemps eu un gouvernement bis, ou en tout cas des représentants des Syriens libres, entre guillemets, oui, on les a reçus, souvent. Qui ne représentaient pas, ou qui représentaient peu les combattants sur le terrain, où il y avait une espèce le département d'État a réussi à débloquer d'une certaine façon la situation en ayant directement des contacts avec des représentants de ces groupes à Alep, de façon à pouvoir imposer la trêve. Parce que c'est bien beau d'avoir un accord sur le papier, mais si les combattants sur le terrain ne sont pas d'accord, plus ou moins respectée, ça ne va pas marcher. Elle avait été plus ou moins respectée. Oui, parce que justement John Kerry avait fait en sorte qu'elle soit appliquée et que Sergei Lavrov, lui, et Elisabeth Guigou, juste un mot sur... Juste un mot, allez-y, un mot. Le problème, c'est que justement, personne n'a voulu, ou presque, appliquer la trêve, et que ceux qui ont voulu appliquer la trêve ne représentaient rien sur le terrain. Ça, c'est entre les Américains. Je voudrais vous entendre sur Bachar el-Assad. À droite, il y a des débats, il y a des députés qui disent aujourd'hui qu'ils sont allés voir Bachar el-Assad, qui sont allés lui parler. Est-ce qu'il faut aujourd'hui rediscuter avec Bachar el-Assad, à réfléchir avec lui, ou est-ce qu'il faut penser à l'après? Moi, je ne suis pas du tout partisan d'aller baiser la babouche de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad n'est une alternative que parce qu'il est soutenu par la Russie et l'Iran. Et l'Iran, dont on n'a pas parlé depuis le début du débat. Mais c'est un pion, si vous voulez. Le problème, une fois qu'on a dit ça, c'est quelle alternative? Il n'y a pas d'alternative. Et moi, si, il y en a une. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif dans cette affaire. Et autant, je ne suis pas du tout pro-Bachar al-Assad. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est que aujourd'hui, le reste de la Syrie, c'est que Daesh et Al-Qaïda. Autrement dit, c'est notre ennemi, Daesh et Al-Qaïda. Nous-mêmes, occidentaux, c'est quand même avant tout contre eux qu'on combat, que ce soit en Irak ou que ce soit nos avions bombardent, ou que ce soit en Syrie, et dont on veut l'élimination. Parce que c'est eux qui dans nos rues. Parce que c'est eux qui sont dans nos rues ici en France. Et les attentats. Et d'ailleurs, le ministre, et ça c'est pas hyper confidentiel, mais nous le audition ce soir du ministre de la Défense. Nous citait le nombre à peu près de djihadistes occidentaux qui émigraient vers l'Irak, et que parmi eux, il y avait quelque part entre 700 et 1000 Français. Par conséquent, c'est quand même, si vous voulez, ça, c'est ça notre ennemi principal. Après ça. Bachar al-Assad, qui est juste quelqu'un d'épouvantable. Qui peut être renversé par Poutine, parce que cette question a souvent été posée. Je veux dire, n'est qu'une alternative qui ne tient que par la Russie et l'Iran. Je veux dire, c'est presque pas un sujet. Même si l'individu est tout sauf respectable. Mais ce que je veux dire, simplement, ne nous trompons pas d'adversaire. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Al-Qaïda, oui. L'État islamique, Bachar n'est pas un sujet, finalement. Non, mais je suis d'accord avec Axel Poniatowski, c'est-à-dire que Bachar ne tient que par le soutien russe et iranien, et donc le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'est-ce qu'on fait avec tous les protagonistes de la région, et la Russie et les Américains, pour arriver un jour, j'espère pas malheureusement, j'ai pas l'impression que ça puisse s'arrêter rapidement, mais en tout cas, pour l'instant, sauver la population de ce cauchemar et bâtir progressivement les conditions d'un retour à la paix. C'est ça. Alors après, Daesh n'est pas à Alep, même s'il y a des groupes, évidemment, mais Al-Qaïda l'est, à l'évidence. D'autres, mais Daesh n'est pas... Mais Al-Qaïda y est aussi, donc finalement, ce sont deux ennemis de la France. Donc, l'important, c'est effectivement de pouvoir combattre Daesh. On a déjà réduit l'implantation territoriale de Daesh grâce à la coalition internationale, considérablement, sur le territoire irakien, et puis, il va y avoir bientôt la bataille de Mossoul et peut-être après la bataille de Raqqa, parce que les deux villes dans lesquelles que Daesh contrôle, qui font la puissance de Daesh aujourd'hui et qui les amènent à faire des attentats chez nous, ceux qui font des attentats chez nous, ils sont à Mossoul et à Raqqa. On a une sentinelle, je voudrais l'entendre, vous allez tous prendre la parole. Écoutez, Georges est avec nous, on a eu un petit peu de mal à le connecter, je le salue. Posez votre question s'il vous plaît, parce que le débat est dense et on a encore plein de sujets à évoquer. Vous êtes un peu dans le noir, Georges, mais en même temps, vous êtes un anonyme. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, mais pas très bien. Allez-y, posez votre question. Merci. Puis bon, il y a beaucoup d'émotions de ma part, pour une raison que vous connaissez. Et c'est vrai que le problème technique, ça a été compliqué à régler. Moi, ce que je voulais juste reprendre, parce que j'ai eu du mal à suivre le débat, mais je voulais reprendre juste les propos de M. Axel Poniatowski quand il évoquait le Daesh et Al-Qaïda. Et ce que je réalise, c'est ma pensée, c'est que Daesh et Al-Qaïda, c'est les Russes et les Américains qui, à force de tirer la couverture terrestre à eux,
ils ont fini par engendrer ce terrorisme à grande échelle. Et on en est là, quoi. Et c'est ça qui me... Il n'y a pas de solution, je me dis, l'ONU s'indigne, tout le monde s'indigne, mais je veux dire, à force d'avaler des... C'est pas des couleuvres qu'avale le monde, c'est des anacondas, quoi. Et ça, je me dis, on est complètement impuissant, quoi. Voilà. Réponse à cette question. Restez avec nous. C'est un débat qu'on a souvent. Les Américains ont enfanté ces monstres. On voit bien. Ah, réponse, non, mais que oui. Là, il faut refaire l'histoire depuis les Russes en Afghanistan et puis la façon dont le départ des Américains et dont on a combattu les Russes et la façon dont on a aidé les Moudjahidines, etc. Et puis finalement un engrenage sans fin qui aboutit à des situations de ce type-là, mais avec un islamisme qui se radicalisé, qui se prêtait, n'est-ce pas, à cela. Mais on en vient surtout à dire que nous sommes en guerre contre Al-Qaïda et contre l'État islamique, et que quelle que soit l'évolution de la situation en Syrie et en Irak, ça passera par le fait d'éradiquer Daesh. Mais on l'entend depuis des mois sur ce plateau et ailleurs. Oui, mais comment il faut mener cette guerre contre... Avec des bombardements seulement? Il faut mener... Non, mais cette guerre, on fait quand même, il y a quand même des progrès. Oui, Elisabeth Guigou l'a dit, le territoire se réduit. Même en Libye, d'ailleurs, regardez, la situation en Libye ne s'est pas propagée telle qu'on aurait pu le craindre. Mais il y a quand même des progrès qui sont faits dans les opérations militaires. On fait quoi concrètement? L'impasse diplomatique, politique et militaire? Je vais revenir juste sur un problème qui me paraît éclatant au regard de ce qui se passe à Alep et dans la région en général. C'est le problème des Américains. Le problème des Américains, c'est qu'ils soutiennent... Dans la région, il y a l'Iran et il y a l'Arabie Saoudite. On sait que tant que ces deux acteurs-là n'arriveront pas à se mettre autour d'une table, ça continuera. Ce sera le Yémen, il y a un certain nombre de conflits qui sont engendrés par cette rivalité régionale et par un reliquat de guerre froide. Il faut bien le reconnaître. Ce qui se passe en ce moment autour d'Alep, c'est une méfiance mutuelle américaine-russe qui a des relents de nouvelles guerres froides. Pourquoi ? De la part des Américains, parce que les Américains sont dans une position extrêmement inconfortable. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord soutenu les Kurdes, et puis leur allié turc est entré dans la partie, et du coup, ils sont un peu tiraillés sur ce front-là. Et Poutine et Erdogan se sont retrouvés. Et Poutine a une véritable stratégie, et c'est là qu'il embarrasse les Américains. Et les Américains soutiennent, regardez, en Irak, un gouvernement chiite qui est aujourd'hui soutenu lui-même par l'Iran, qui est appuyé par des miliciens chiites, en particulier la Badr Brigade, ce qu'on appelait les mouvements de mobilisation populaire, qui ont servi à la reconquête de Tikrit, à la reconquête de Ramadi, à la reconquête de Fallujah. Ces miliciens chiites, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à migrer pour aider les frères chiites en Syrie. Donc, ils se retrouvent à combattre avec le Hezbollah, avec l'armée de Bachar el-Assad, contre des rebelles eux-mêmes financés et armés par les Américains. Vous voyez un peu le casse-tête? Et quand vous êtes John Kerry, quand vous avez l'ONU qui dit il va falloir trouver les bons rebelles des mauvais rebelles et les séparer. Quand vous avez Staffan de Mistura qui a dit à Jabhat Fatah al-Sham, je viendrai vous chercher à Alep pour vous faire sortir, pour faire sortir vos 800 ou quelques combattants. Les Américains, on leur demande de trouver les bons et les mauvais. Et c'est un casse-tête absolu. Et les Russes, eux, sont dans une position beaucoup plus confortable parce qu'ils ont adapté une stratégie. Effectivement, ils ont soutenu Bachar el-Assad, ils ont décidé, ils le soutiennent. Ils ont cette ligne, ils n'en changent pas. 45 ans qu'ils sont en Syrie, c'est pas nouveau. Avec leur base militaire. Ils ne sont pas arrivés là, comme ça, du jour au lendemain. Le gouvernement syrien, ils le soutiennent. D'ailleurs, nous, on l'a soutenu très longtemps, y compris les gouvernements de gauche. Donc, ce gouvernement syrien, ils ont décidé de jouer cette carte-là. Ils sont cohérents. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est, entre guillemets, reprendre Alep. Donc, faire en sorte que, comme ce qui a été fait à Homs, comme ce qui a été fait à Daraya récemment, c'est-à-dire que les poches rebelles, les combattants négocient, ils partent avec armes et bagages pour aller dans la province d'Iblid. Le problème d'Alep pour les rebelles, c'est que si les rebelles perdent comme vous le disiez tout à l'heure, leur dernière base urbaine réellement, leur projet politique est terminé et la guerre est finie. Alors je vais vous faire entendre cette question, c'est la vôtre, posée au ministre des Affaires étrangères aujourd'hui lors des questions au gouvernement, où vous évoquez factuellement ce qui se passe sur le terrain, et puis vous avez aussi évoqué les casques blancs, et on en parlera avec vous juste après. Écoutez, regardez, c'était cet après-midi sur nos antennes d'ailleurs. Depuis le 19 septembre, la population civile d'Alep est bombardée jour et nuit, non seulement par des barils d'explosifs, mais aussi par des bombes incendiaires, par des bombes au phosphore, par des bombes anti-bunker qui vont jusqu'aux femmes et aux enfants réfugiés dans les caves. Devant la fermeté de la France, le président Poutine a préféré reporter sa visite à Paris
et suspendre ainsi un dialogue qui pourtant doit se poursuivre pour obtenir un cessez-le-feu durable. Monsieur le ministre, quelles initiatives prendra la France dans les prochains jours pour faire cesser le martyre d'Alep et renouer le dialogue sur la Syrie? Il y a un drame auquel il faut mettre un terme. Et le choix de la Russie, c'est un choix désastreux. Parce qu'il protège Bachar el-Assad et le conforte dans sa logique meurtrière et parce qu'il constitue un cadeau aux terroristes et un cadeau insensé à nos yeux. Parce que ce sont eux et elles seules qui vont profiter de la radicalisation que ces bombardements provoquent. Alors vous posez la question de notre attitude vis-à-vis de la Russie. Vous avez raison de poser cette question. Je ne suis pas partisan d'une rupture avec Moscou. Je suis partisan du dialogue avec Moscou. Et je l'ai montré la semaine dernière. Mais il faut être deux pour dialoguer. Et nous allons poursuivre sur la même ligne. Le président Poutine a pris sa décision, nous la respectons. Mais le dialogue n'est pas rompu. La Russie a pris ses responsabilités. Merci, le choix inconditionnel de Bachar el-Assad. Nous avons choisi celui de la paix. Et j'aimerais bien, mesdames et messieurs de la droite, que vous fassiez aussi. Voilà, il accuse le ministre une droite divisée, en tout cas qui n'est pas sur la même polémique, là, une polémique. Juste quand même, recherche de la paix, et vous l'évoquez sur ce plateau, et bruit de botte à Mossoul, puisque Barack Obama explique qu'avant la fin de l'année, une opération d'envergure militaire associant des milices chiites, des peshmerga, serait en position d'attaquer cette ville, cette grande ville. Est-ce que vous craignez cette attaque? Et est-ce qu'elle vous semble nécessaire et utile pour clore, fermer, tourner la page de l'État islamique? Avant de venir à Mossoul, je voudrais, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, dire un mot des casques blancs. Voilà des gens, je les ai reçus, nous les avons reçus à quelques-uns, d'ailleurs peut-être Axel était-il là, à l'Assemblée nationale, à la Commission des Affaires étrangères, en novembre dernier. Ce sont des gens absolument admirables, qui sont ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, ils sauvent les populations civiles. Il y en a 700 qui sont morts dans toute la Syrie, 142 à Alep. J'espère, parce que moi je leur ai renouvelé une invitation, j'espère qu'ils vont pouvoir venir dans les prochains jours. Et sortir. C'est compliqué, oui. Mais qu'ils vont pouvoir venir dans les prochains jours pour qu'on puisse à nouveau les entendre et avoir, comme vous venez de le faire, monsieur, leur témoignage de terrain, parce que c'est ça qui est évidemment très important. Ils n'ont pas eu le prix Nobel de la paix, faut-il le préciser. C'est dommage. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont demandé, qui ont appuyé leur candidature, et je pense que c'est très très important parce que dans la situation extrêmement compliquée, très complexe que nous connaissons, ces témoignages sont évidemment essentiels. Alors sur Mossoul... Mossoul, cette bataille qu'on annonce... C'est évidemment une bataille qui va être extrêmement dure et extrêmement compliquée parce que c'est une très grande ville, parce que les combattants qui sont là de Daesh sont retranchés partout, parce qu'ils ont tout miné, hein, la moindre boîte de conserve, le moindre... Et donc, et on voit très bien qu'il y a une préparation d'envergure. C'est-à-dire que pour justement veiller à épargner la population, ce qui est fait depuis maintenant des semaines et des mois, c'est de construire des camps de réfugiés. Ce qu'évoquait Barack Obama pour accueillir les populations. Alors après, ce sont ce que je sais qui se prépare, c'est que, en tout cas au sol, parce qu'il faudra bien des combattants au sol, ce ne seront pas des combattants français, ce seront des combattants à la fois locaux, arabes et kurdes. Oui. Voilà. Donc, soldats irakiens, des peshmerga. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, évidemment, en espérant... Avec un renfort américain de 600 hommes. Parce que les Américains viennent de renvoyer 600 hommes en renfort discrètement. Il y en a... Les deux ne s'entendent pas. Pas très bien. J'indique ce soir qu'il y a des soldats français qui sont morts, d'ailleurs, à Erbil, qui ont été tués par un drone. Je pense également que c'est inéluctable que Mossoul doit être pris. C'est la capitale de l'État islamique. Je veux dire, il faudra qu'à un moment donné... Cœur économique. Maintenant, il faut bien réfléchir. Il faut... Oui, mais Raqqa, c'est en Syrie. Oui, non, mais c'est la capitale de l'État islamique d'Irak et d'Al-Jaber. En Irak, c'est quand même Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Mais la question qui se pose, c'est si vous voulez, c'est que ça ne tourne pas au bain de sang. Et que ça ne soit pas... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à quel moment ça doit se faire. Personnellement, je ne suis pas sûr que les circonstances sont aujourd'hui réunies pour qu'il y ait une attaque qui se passe forcément d'ici la fin de l'année. Il ne faudrait pas qu'elle se produise simplement d'ici la fin d'année, simplement pour que M. Obama s'en aille et que le problème de Mossoul... Contexte et des élections américaines. Si vous pouvez nous lire quel est le sentiment de Jean-Yves Le Drian, puisque vous...
Non, je crois qu'il est dans cette... D'un point de vue date. Oui, fin de l'année ou... Il est très factuel sur tout ça. Il dit on prépare une bataille et puis après il ne donne pas de... Le calendrier est important. C'est qu'en réalité, les choses se préparent un peu autour de Mossoul, dans la mesure où vous avez des camps énormes d'accueil de réfugiés qui sont en train d'être créés. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Il faut qu'on fasse en sorte, là, pour le coup... On évoque quoi, 1,5 million de personnes qui pourraient être déplacées? Ben oui, puisque c'est la population de Mossoul. C'est ça, donc c'est par conséquent, il faut quand même éviter de reproduire à Mossoul ce qui s'est passé à Alep. Pierre Lerin, sur la position russe sur cette question de Mossoul, parce que c'est évidemment Barack Obama qui a pris l'initiative, qui coordonne, qui sur le terrain forme des troupes, irakiennes notamment. Les Françaises aident aussi, font un soutien militaire des troupes. La Russie, tout ce qui peut affaiblir Daesh, il n'y a aucun problème, ils sont pour. Maintenant, le problème est différent. 1 500 000 personnes à Mossoul. Parce que vous pensez que ceux qui tiennent Mossoul vont laisser partir leurs garanties. Comment va-t-on faire si on lance une attaque avec des bombardements et que demain il y a une résolution aux Nations Unies qui dit arrêtez le bain de sang, arrêtez le massacre des civils? On va mettre notre veto? Bah oui, on va mettre notre veto. Bah oui, c'est-à-dire que nous ferons exactement la même chose que ce que l'on reproche à Bachar el-Assad et aux Russes de faire à Alep. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est pas propre. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur russe en France sur une antenne concurrente en disant que les civils étaient le dégât collatéral d'une guerre. Ça, c'est différent, parce que il y a des drames qui sont importants. Enfin, des civils sont visés à Alep. À un certain moment, il faut prendre des choix. Ce ne sont pas que des dégâts collatéraux, les civils. Vous le présentez comme des dégâts collatéraux d'une guerre. Je crois que visés par les Russes. Je crois que Alep, c'est un point de fixation qui, dans l'esprit des stratèges aussi bien syriens que russes, doit être éliminé. Parce que tant que ce point de fixation ne sera pas éliminé, il ne pourra pas y avoir de solution. Renégociation. Elisabeth Guigou, un mot, c'est là que l'on... Pour conclure ce débat et se projeter un tout petit peu dans l'avenir, il y a cette bataille de Mossoul qui, effectivement, risque d'être dangereuse. Comment vous voyez l'avenir là, dans les années qui viennent? Est-ce qu'on redessine la carte quand la paix sera arrivée? On recrée des pays? La Syrie est démantelée, ou en tout cas en 1000 morceaux? Ou on regarde nos frontières actuelles? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Alep, ce n'est pas un point de fixation. C'est juste que faire tomber Alep, c'est vital pour Bachar el-Assad et qu'il est aidé en ça par les Russes. Voilà. Donc, avec les dégâts, et les dégâts que nous aurons à Mossoul, et le martyr de la population. Et le martyr de la population. Chacun son tour, le débat se termine. Terminé, concluez, Elisabeth Guigou. Ensuite, sur Mossoul et Raqqa, c'est essentiel parce que c'est là que sont les djihadistes qui nous attaquent chez nous. Et il n'y a pas que des Français, il y a environ 700 Français, d'après les chiffres que nous donnent les ministres concernés et nos services de renseignement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ça, alors après, ça va être une bataille extrêmement compliquée, certainement extrêmement longue, qui va faire évidemment beaucoup de on prépare la bataille, c'est-à-dire que les Français seraient aussi sur le terrain pour accompagner les soldats. Les Français seront là en appui à des combattants formés qui sont des combattants arabes et kurdes. Vous êtes d'accord sur cette... Oui, je voulais juste apporter une précision sur Mossoul, parce que la configuration est quand même substantiellement différente. On a vu la carte d'Alep. Qu'est-ce qu'a fait l'État islamique quand il est arrivé à Mossoul? Une partie de l'armée irakienne qui s'est complètement débandée, on a dit ils ont fui, etc. Parce qu'effectivement l'État islamique faisait très peur et fait toujours très peur. Là, immédiatement après avoir pris le pouvoir, ils ont confié à des tribus locales, c'est-à-dire ils se sont appuyés sur les structures sunnites locales, et c'est vraiment c'est sur ces structures tribales sunnites qu'on pourra changer les choses. C'est-à-dire que quand ces sunnites-là, qui ont été exclus du pouvoir en Irak à la faveur de l'intervention américaine, ils ont tous, à la différence des sunnites en Syrie, qui est complètement différent. Donc la clé, elle est là, c'est de tenir les tribus, ou en tout cas ce que feront les tribus, parce que la légitimité aussi du terrain, elle est là-bas. Les mercenaires du calife, c'est votre livre. C'est très important, parce que ça veut dire que des pays comme la Jordanie, qui sont voisins, peuvent jouer un rôle très important. Tout à fait, parce que c'est les mêmes populations. De ces tribus sunnites. Une petite lueur d'espoir dans ce monde terrible, et ces images qu'on a vues, et vos photos, les vôtres et celles de Noël Kidu qu'on a pu lire dans Paris Match, parimatch.fr, il y aura une vidéo et un petit film de vos travail évidemment sur le terrain, avec les risques que vous avez pris. Merci Axel Poniatowski d'être venu sur ce plateau, député Les Républicains du Val d'Oise. Merci Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères ici à l'Assemblée nationale.
Merci à Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Et merci à Régis Le Sommier. Merci de nous avoir suivis. Demain, on revient en France parce que c'est le premier débat. On fera l'avant-débat des Républicains et du centre. On en parlera évidemment avec des analyses, des sondages pour voir évidemment les tendances. Merci, nous sommes très en retard. Bonne soirée et à demain. Ça vous regarde et vous pouvez le dire sur LCP. LCP, donnons du sens. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien dans un instant.